Bonjour à tous, merci d'être présents en nombre pour ce deuxième Café des Sciences de 2024. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier Oléater de nous accueillir ce soir dans ce beau lieu. Ce soir, nous accueillons deux médecins, deux cardiologues. Donc, il y aura Dr Julie Dorazio ainsi que Dr Fabio Coutonnet qui viendront vous parler de cardiopathie congénitale et de la modélisation 3D et comment on peut lier ces deux mondes pour mieux comprendre ces cardiopathies sur lesquelles ils travaillent. Donc voilà, c'est quoi les cardiopathies congénitales et comment est-ce que la modélisation 3D nous permet de mieux comprendre ces phénomènes. C'est ce que Dr Dorazio et Dr Coutonnet vont vous expliquer ce soir. Voilà, donc je vais laisser la parole à Dr Dorazio pour commencer. Eh ben, bonsoir à tous. Merci d'avoir fait le déplacement. Alors, on va faire une présentation en deux temps. Moi, je vais plutôt vous parler du contexte des cardiopathies congénitales et Dr Coutonnet, donc notre chirurgien cardiaque pédiatrique, vous fera justement la présentation sur les technologies en lien avec les cardiopathies. Alors, pour vous mettre dans le bain, il va falloir prendre les téléphones et prendre le QR code pour participer. Je ne sais pas si vous allez y arriver. Sinon, il y a une autre façon de le faire. Il y aura le site. Non, je me cache. C'est bon. C'est bon, vous avez pu QR coder? J'ai mis un peu de technologie aussi dans ma présentation. Ok, on y va parce que... Alors, attends, je vais voir si ça... Alors, pour ceux qui ont pu prendre le QR code, normalement, vous avez les questions qui s'affichent sur votre téléphone. Sinon, vous pouvez aller sur wooclap.com et vous mettez le code DSMIRX et vous répondez aux questions. Enfin, non, aux phrases, en fait. Et c'est une des réponses à choix multiples. Vous pouvez cocher 1, 2 ou 3 réponses. Arrête, c'est cool, non? J'ai vu ça en congrès, j'ai trouvé ça trop bien. Oui, tu le vois en direct, en fait. Tu vois, il y a 21 personnes qui ont pris le QR code et du coup, après, tu... Donc là, nous sommes à 23 connectés, cool. Bah si, oui, on a 7 réponses sur 23. Allez-y, n'hésitez pas. Hein. C'est anonyme. On ne va pas vous juger. On ne vous jugera pas. Allez, on a 23 personnes connectées. Il faut qu'on ait les 23 qui aient répondu. Si, c'est bon, regarde, 17. Alors les cardiopathies congénitales, donc c'est quoi? C'est une malformation cardiaque qui existe dès la naissance, donc il y a eu un souci, on va dire, pendant l'embryologie cardiaque, et donc le bébé est né avec une malformation du cœur. Alors on va lancer les résultats. Bon, dans l'ensemble, c'est pas mal. C'est comment? Donc les réponses correctes, c'était les 3 réponses. Donc oui, ça représente la première cause de malformation congénitale en France. Donc c'est assez fréquent. Elles sont la première cause de mortalité par anomalie congénitale. Et il y en existe du coup des centaines et des centaines en fonction de l'anatomie. Et il peut y avoir plusieurs malformations cardiaques intriquées. Et donc voilà. C'est parti, je vous refais travailler. Selon vous, la prévalence des cardiopathies congénitales, elle est d'environ, c'est environ, hein, on a arrondi pour que ce soit plus facile, c'est une cardiopathie pour 100 naissances vivantes, 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000.
Ah, tu vois, c'est marrant. Du coup, tu vois que... Hein? Bon, parfait, on a presque tout le monde qui a répondu. Alors, la réponse juste, eh ben, c'est la première. C'est 1%. Donc, environ, un enfant sur 100 qui va naître va présenter une malformation cardiaque. Alors, bon, ça, c'est des graphiques juste pour vous montrer, du coup, la prévalence mondiale des malformations cardiaques avec le temps. Donc, on voit que c'est sur 1000 naissances. Donc, on est aux alentours des 8, 9 pour 1000. Donc, on est plus près du 1% que du 1 pour 1000. Donc, c'est pas rare du tout. Je vais vous passer les détails sur les lésions sévères ou intermédiaires. Mais bon, vous voyez bien que les lésions sévères sont quand même... restent stables. Alors j'en profite pour en parler vite fait. On a du coup travaillé sur les enfants qui sont nés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016. J'ai fait ma thèse en fait sur les enfants nés en Guyane avec une malformation cardiaque. Et le docteur Lucron a poussé cette thèse au maximum pour pouvoir la publier ensuite dans une belle revue. Et donc c'est pour vous montrer qu'en gros... on a une prévalence en Guyane qui est fortement sous-estimée puisqu'on a pris sur 5 ans, mais qu'en gros, on est aux alentours des 68 pour 10 000. Donc en gros, plus voilà, au niveau des 0,6%. Et donc du coup, on n'est pas si mal, enfin, on n'est pas loin de la prévalence mondiale. Et finalement, en Guyane, on a quand même beaucoup de malades et beaucoup de patients avec des cardiopathies congénitales et notamment complexes. Donc ici en Guyane, on a une file active d'environ 650 malades. Sur l'année 2023, il y a 45 PB qui sont nés avec une cardiopathie. Et donc c'est une file active qui va ne cesser, qui va pas cesser de croître puisque chaque année, avec le nombre de naissances en Guyane, eh ben, on a des nouveaux patients chaque année. Oui. Qu'est-ce que vous appelez file active ? C'est les patients. File active, en gros, c'est les patients qu'on suit, qui sont suivis à l'instant T. Allez, une dernière question pour vous mettre dans le bain sur la technologie, pour juste vous tester. Alors, est-ce que les cardiopathies congénitales sont essentiellement diagnostiquées grâce à l'échographie cardiaque, ou le scanner, ou l'IRM, et est-ce qu'elles peuvent être opérées en Guyane ? Ah, il y a des gens qui se sont... Ah, il y a des gens qui se sont rétractés. Ah, ouais, ça peut plus. C'est marrant. Il y a 33% qui pensent qu'on peut les opérer ici. Oui, mais... Il y a quelques personnes qui n'ont pas répondu. Je sais pas où j'en suis. Ok, alors c'est parti pour les réponses. Donc c'était la première. Elles sont essentiellement diagnostiquées grâce à l'échographie cardiaque, bien sûr. Le scanner et l'IRM nous aident pour compléter le bilan, pour s'assurer de la position de certains vaisseaux, d'avoir une anatomie plus précise. Et le docteur Cutton vous en parlera. Et non, elles ne sont pas opérées en Guyane. Donc les patients doivent partir de la Guyane. Donc on travaille avec le CHU de la Martinique essentiellement et 2 centres chirurgicaux sur Paris en fonction de la complexité des malformations cardiaques. Sur l'année 2023, on a 40 patients qui sont partis se faire opérer, Martinique ou métropole, de leur cardiopathie. Donc des centres spécifiques, il y en a partout en France et il y en a un qui est basé du coup en Martinique. Ah, ça marche pas.
Donc, pour vous introduire le sujet du jour, nous, on fait du coup beaucoup d'échographie cardiaque. Donc là, par exemple, on voit une CIV, donc une communication interventriculaire. C'est assez simple à diagnostiquer en échographie. Et puis après, on a des petits bébés qui ont des malformations cardiaques très compliquées avec des doubles discordances, des CIV, des malpositions vasculaires. Donc ça, c'est un patient qui a une malformation avec plein de malformations intriquées. Et donc c'est dans ces moments-là où on se dit « Ah tiens, une représentation 3D serait pas mal pour avoir une vraie anatomie de ce cœur qui est très très complexe. » Et puis ça nous permet aussi... le sujet du jour, de pouvoir expliquer aux parents, parce que moi, quand j'explique à mes parents la malformation cardiaque, bon, quand c'est un petit trou, c'est facile, mais dès qu'on tombe sur, par exemple, le CAV, avec une image comme ça, franchement, je ne sais pas si les familles comprennent ce que j'explique. Et c'est là que vient le sujet que va présenter le docteur Cutton, c'est-à-dire comment je peux appréhender au mieux ces cardiopathies, comment je peux les montrer aux parents, comment on pourrait expliquer au mieux aux parents et aux enfants la malformation cardiaque grâce au 3D et à la technologie. Donc je passe le flambeau au docteur Cutton. Bravo Julie, hein, quand même, c'était extrêmement belle la présentation. J'espère qu'au moins tu as mis tout le monde comme tu dis, dans le bain. J'espère que la salle a un peu plus de vision sur tout ce qui sont les cardiopathies congénitales. Et je répète, elles ne peuvent pas être opérées ici en Guyane, malheureusement. Hein. On n'a pas de plateaux techniques suffisants pour réaliser des gestes aussi complexes comme la chirurgie du cœur des enfants. Okay, il faut savoir qu'on ne peut même pas opérer les cœurs des adultes ici en Guyane. Donc le plateau technique, pour l'instant, pour faire ce type d'intervention est soit en Martinique, soit bien évidemment vers la métropole. Alors, le sujet qui m'a été attribué aujourd'hui, c'était un peu tout ce qui sont les nouvelles technologies qui tournent autour de notre métier, que ce soit... Vous voulez que je me mette debout ou... Non, je peux. Non, parce que j'aimerais bien rester un peu à côté de cet ordinateur. Parce que je pense que les vidéos ne vont pas partir. Voilà. Alors, je disais, toutes les technologies qui tournent autour de notre métier. Alors, aujourd'hui, le docteur Dorazio il vous a parlé un peu de l'imagerie par échographie. C'est l'imagerie plus importante qu'on a en cardiopathie congénitale. On l'appelle... imagerie, échographie 4D en réalité, ce n'est pas du 3D, parce qu'il y a aussi la notion du temps. Il y a les trois dimensions, plus le temps. Donc c'est une échographie, c'est une imagerie 4D, on a le scanner, on a l'échographie, l'IRM. Aujourd'hui, on a tout ce qu'on appelle le traitement d'image, ce que vous appelez peut-être une reconstruction 3D. Voilà, vous pouvez imaginer que ça, ce n'est pas des vraies images, ce sont des images reconstruites par des logiciels. Après, on a tout ce qui est superposition d'images, ça veut dire on peut fusionner, on peut superposer l'échographie cardiaque avec le scanner, avec l'IRM, avec la scopie, avec donc plusieurs imageries qui travaillent en même temps. Et après, on a les modèles statiques, ça veut dire on a l'impression 3D. Alors, l'impression 3D, c'est un sujet que je ne traiterai pas vraiment spécifiquement aujourd'hui, on pourra le faire dans un deuxième temps, mais ce qu'il disait... Le docteur Dorazio, on peut redonner un cœur de n'importe qui. Hein. Une fois qu'on a une imagerie scanner, on peut reconstruire en 3D avec une imprimante 3D un petit cœur et l'utiliser pour différentes choses, pour expliquer aux parents, pour expliquer aux familles. Et je peux vous dire que j'ai acheté une imprimante 3D, je l'ai dans mon bureau, donc la prochaine fois je viendrai en Guyane avec des cœurs imprimés pour vous les montrer. Ça serait déjà... une première étape. Alors, on va parler d'autre chose, on va parler de toutes les autres technologies aujourd'hui, sauf l'impression 3D. Alors, ça, ce que vous connaissez peut-être, les parents, les gens qui ont des enfants, ils connaissent très bien, c'est l'échographie 3D, ce que vous appelez échographie 3D. En réalité, c'est une échographie à 4D, parce que je vous disais, il y a le temps. Et vous pouvez voir le visage de votre enfant. Ça c'est très beau, c'est quelque chose de très intéressant pour avoir une idée de l'apparence que l'enfant il aura
pendant qu'il est dans le ventre de maman. Mais quand on va sur un cœur, ça par exemple, c'est une maladie congénitale qu'on appelle maladie d'Epstein, c'est une maladie complexe de la valve tricuspide. Quand on va sur un cœur, le cœur des enfants, des cœurs sont plus petits, la résolution est plus faible. Donc ça, c'est l'image d'échographie 3D qui est rendue par la machine. Si vous regardez ça, je pense que, sauf si vous êtes des grands experts de l'échographie cardiaque, vous n'allez rien comprendre. C'est un trou qui bouge. Alors, je le savais. Je le savais. Ça va venir, hein? Ah, ah oui. Ça, par contre, je ne m'attendais pas. Excusez-moi, on refait. Il a vu ou pas? Oui. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Tu veux cliquer sur ça? Vas-y. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas. C'est dommage. Les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies. Bon, on va la faire comme ça, hein. Est-ce que si je fais ça... Désolé pour le petit contretemps. Non, je voulais seulement l'image. Donc, je disais, ce petit trou qui bouge, que c'est l'échographie 3D, quand on va le mettre à côté d'une image chirurgicale, là vous pouvez voir, ça c'est la même maladie, hein, c'est le même trou. Avec à l'intérieur, ça c'est un cœur qui est ouvert en deux. Ça fait un peu, je vois la tête un peu, il tourne les yeux, là, il y a un peu de sang. Bref. Et il ne veut pas bouger. Et surtout quand on va aussi à disséquer la structure qu'on doit réparer, ça c'est la valve tricuspide qui est complètement malade. Vous pouvez voir que si on va la bouger un peu dans tous les sens, il y a des petits trous, il y a des piliers, il y a des muscles, il y a des structures blanches et des structures différentes. Donc en gros, ce que je vais vous expliquer est que quand on va faire une imagerie en 3D, même en échographie cardiaque en 3D, et on a besoin par contre d'aller à l'intérieur du cœur à travailler, ben, on a besoin de plus de détails. Ça veut dire que l'imagerie qu'on a actuellement n'est pas suffisante. Okay? Et surtout, l'imagerie qu'on a actuellement, elle est une imagerie qui est imposée par le constructeur. C'est un très bon outil, hein, mais n'est pas suffisant pour avoir une planification chirurgicale qui est tout à fait correcte et pour réparer correctement les maladies. Donc, on a besoin de travailler sur différents axes, sur différentes structures, sur différentes technologies qu'on a déjà à notre disposition. Alors déjà, de base, d'abord, il faudra qu'on arrive à améliorer la source des images. Quand je parle des sources des images, imaginez-vous que vous allez faire un scanner. Vous allez dans un scanner et dans le scanner, vous continuez à bouger, et vous continuez à vous agiter parce que vous êtes claustrophobe, parce que vous avez des problèmes, vous n'arrivez pas à rester en place. Donc une fois que vous bougez pendant une imagerie comme le scanner ou l'IRM, l'image elle sera faussée. Et surtout, de plus en plus, on a des machines qui ont la capacité de donner des images extrêmement performantes et qui peuvent être utilisées pour avoir des reconstructions tridimensionnelles qui sont extrêmement bien faites. Alors là, dans ce cas-là, c'est un peu compliqué. On a, en rouge, on a les artères coronaires, sur les artères du cœur.
si on arrive à obtenir un modèle qui est reconstruit de cette façon-là, ça veut dire que c'est une reconstruction tridimensionnelle qui est optimale, on pourra, sur ce modèle, derrière, planifier correctement notre intervention. Et si on a une planification chirurgicale qui est optimale sur la base d'un bon modèle chirurgical, à ce moment-là, ça c'est le même malade, hein, c'est le cœur du même bébé. Vous pouvez voir que les coronaires sont ces choses-là énormes que vous voyez là, ces tubes-là. Et là, à ce niveau-là, vous voyez une petite structure différente, c'est un petit patch. Donc j'ai pratiqué une incision à ce niveau, à travers ces coronaires, sur la base de l'imagerie scanner que j'avais utilisée avant. Ça veut dire, si j'ai un scanner, si j'ai une image qui est bien faite, bien prise, je peux la reconstruire en 3D correctement et je peux adapter mon geste chirurgical à la personne. Je peux customiser, en fait, le geste chirurgical. L'autre alternative, si l'image n'est pas forcément impeccable, on peut utiliser plusieurs imageries, que ce soit le scanner, l'IRM, l'échographie cardiaque, et les monter ensemble, les utiliser ensemble, ce qu'on appelle l'imagerie multimodale, pour, j'espère qu'il ne va pas bloquer encore, pour créer... Il ne veut pas. Hein. Mais j'ai les mains testées, et je vous jure qu'il marchait. Bon, bref, ne vous inquiétez pas. Non, mais ça ne marche pas. Bon, bref, en tout cas, on peut imaginer de combiner les différentes imageries. C'est pas ça. De toute façon, ça sont des sujets relativement... Bravo. Eh oui, mais on a toujours besoin d'un cardiologue. Pour combiner, je disais, les différentes technologies, là, j'ai combiné, par exemple, un scanner avec une échographie cardiaque. Les deux imageries sont superposées, sont sur deux moments différents. Avant, on a fait le scanner et derrière, on a fait l'échographie cardiaque. Et on peut monter les deux images pour les superposer et pour créer une imagerie multimodale, dans ce cas-là, écho plus scanner. Voilà. Alors, là, aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est plutôt ça. C'est plutôt les nouvelles technologies, et c'est plutôt la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Alors, on a aussi comme nouvelle technologie, celle-là, je vous la montre. Julie, comment tu fais? Bon, je te laisse. Je te laisse là. T'es plus fort que moi. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on utilise presque jamais, ce qu'on appelle un hologramme. On peut faire un scanner d'un patient et le projeter dans l'espace en 3D et visualiser l'imagerie. Ça veut dire, là c'est la tête du patient. Hein. On peut la projeter dans l'espace pour le voir en 3 dimensions. Alors, dans mon métier, il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Hein. Ce qu'il a beaucoup d'intérêt, par contre, sont ces deux technologies, sont la réalité virtuelle et la réalité augmentée, et c'est plutôt le sujet d'aujourd'hui. Alors, je pense que tout le monde il connaît la réalité virtuelle. C'est rien d'autre qu'une technologie informatique qui permet de créer un espace virtuel, un espace inventé. Hein. On peut le créer un peu comme on veut. Et l'utilisateur de cette technologie qui a un casque de réalité virtuelle, il est coupé du monde réel, il est immergé dans cette réalité virtuelle, il peut interagir à l'aide des manettes, à l'aide des gants et tout ce qui va avec, il peut interagir avec ce monde virtuel. Voilà. Et c'est pour cette raison-là que je me suis acheté un casque de réalité virtuelle et je l'ai dans mon bureau en Martinique. La réalité augmentée, à différence de la réalité virtuelle, c'est la projection d'une image qui est virtuelle, qui est une image inventée, à l'intérieur d'un espace réel. Dans ce cas-là, le casque, c'est pas vraiment un casque, c'est des lunettes, ce sont des lunettes transparentes, et l'image, elle est projetée dans le monde réel. C'est un peu comme le casque d'Iron Man. Je ne sais pas si vous avez vu Iron Man, le film, il y a le casque, elle peut interagir avec la réalité, mais dans le même temps,
il voit à travers la visière de son casque et donc il voit, il voit la réalité. Ce sont des choses qui existent, ce n'est pas des films. Hein, alors, pour quelle raison c'est mieux d'avoir une image en 3D, en réalité virtuelle, en réalité augmentée, par rapport à d'avoir la même image sur un écran 2D. Alors, Julie, il a fait des tests, je vais faire un test aussi. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous voyez sur cette image. Vous me dites, c'est la masque, vous la voyez creuse ou en relief? Comment vous la voyez l'image? Tout le temps en relief? Alors, s'il y a quelqu'un qui la voit tout le temps en relief, je lui conseille d'aller voir un médecin parce que c'est un test qu'on utilise dans la schizophrénie. Et si on la voit tout le temps en relief, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, normalement, la masque, elle est creuse. Vous la voyez qu'il est creuse, là. Mais vous la voyez seulement quand elle tourne. Du moment que vous la voyez de face, sans qu'elle ait encore tourné, vous pensez qu'elle est en relief. OK? Donc, en gros, ce que je veux vous dire est que si on a une image 3D et on la projette sur un écran 2D, malheureusement, on aura des illusions optiques. Okay? Et donc, ça vaut pour tout. Ça vaut pas seulement pour la masque, mais ça vaut même pour une image scanner qui est reconstruite. Okay? Donc, imaginez, ça, c'est un cœur. Hein? Ça, c'est un cœur qui est reconstruit. Et là, il y a un trou. Tu l'as fait partir trop à l'avance, cette fois-ci. Je voulais attendre 2 secondes. Vous voyez le pointillé. Si on le voit, ça c'est en reconstruction 3D, mais si on le voit sur un écran 2D, sans le faire bouger, on a l'impression que ces pointillés, ils sont tous sur le même plan. Chose que si on le fait bouger un peu, vous pouvez voir que les pointillés sont sur un plan qui est complètement différent. Donc, l'illusion optique est là et il nous empêche d'avoir une vision correcte de l'image. Alors, d'aller le faire sur un écran 2D à chaque fois, c'est un peu compliqué parce qu'il faut avoir la reconstruction, la voir sur l'écran et continuer à la bouger dans tous les sens. Imaginez-vous avoir la même chose dans un casque, en réalité virtuelle, c'est nous qu'on peut bouger autour de la structure. Okay? Donc, en gros, si on prend l'image statique, l'image classique versus la visualisation en 3D, en réalité virtuelle, on peut avoir une inspection dynamique de la structure qui est beaucoup plus réelle et qui est beaucoup plus proche du geste qu'on doit réaliser. Et la même chose, ça vaut pour l'impression 3D. C'est vrai, l'impression 3D, on a le modèle, on a le petit cœur qui est imprimé, mais une fois qu'on l'a là, on ne peut rien faire avec ce truc parce qu'il est imprimé. Une fois qu'on l'a coupé et on l'a utilisé, on n'a plus d'intérêt. On doit le réimprimer. Il faut 1 heure à 6 heures pour refaire une impression 3D. Donc, ça devient compliqué. Bref, en tout cas, pour vous dire, ces nouvelles technologies, il peut augmenter notre précision du geste. Il peut réduire notre temps de travail parce que si on sait déjà qu'est-ce qu'on doit faire et on a bien fait, on a bien avancé notre stratégie chirurgicale, on peut sûrement, dans la grande majorité des cas, et j'en suis sûr, on va le faire, on pourra réduire au maximum la mortalité et la morbidité de ces gestes chirurgicaux. Voilà. Alors, ces technologies existent. Après, les médecins, ils ne les utilisent pas du tout. La grande majorité des médecins, ils ne les utilisent pas. Hein. Je pense d'être un des seuls chirurgiens qui a un casque de réalité virtuelle dans son bureau. C'est sûr et certain que pour les malades cardiaques et pour ce qu'on fait sur le cœur, c'est plus compliqué parce qu'on fait des petits enfants, on utilise des petites structures, mais déjà des autres équipes ils l'utilisent de façon routinière sur les enfants. Moi personnellement, je suis en collaboration avec une start-up qui est parisienne, qui travaille avec nous au CHU de la Martinique. Et la différence est que
je travaille sur des données qui sont vraiment brutes, sont vraiment réelles. Ils arrivent à envoyer directement l'image qu'on a fait avec un scanner classique. On arrive à immédiatement à le redonner avec un casque de réalité virtuelle et à redonner une reconstruction 3D qui est immédiate et avec des données qui sont le plus proches du réel. Okay. Alors, il faut savoir aussi qu'en France, vous avez le plus grand congrès, si vous voulez, des réalités virtuelles et augmentées au monde. Laval, il accueille à chaque année 20 000 visitateurs et c'est quelque chose d'extrêmement important pour le monde entier. Ils arrivent de chaque coin du monde. Et tous les fans des jeux virtuels ou même des technologies en réalité virtuelle, en réalité augmentée, ils se retrouvent chaque année à Laval pour discuter et pour avancer sur ces thèmes. En chirurgie, pour tout ce qui concerne la réalité augmentée, ce qui a été déjà un peu fait sur la chirurgie orthopédique, ça a été même, il est passé à la télé il y a quelques années. Chose que je veux dire, que ces technologies sont là, elles existent, il faut seulement les utiliser. Il ne faut pas non plus fermer les yeux et faire les choses qu'on fait tous les jours. Dans notre métier, encore une fois, pour moi, ça va être extrêmement utile quand on doit aller chercher une abord chirurgicale. Et là, je vous ai mis une petite vidéo pour vous montrer qu'est-ce que ça peut donner. C'est parti. Donc, vous voyez là, il faut chercher ce petit trou qui est à l'intérieur de son cœur. Il est entre les deux artères. Ça, c'est l'aorte. Et ça, c'est l'artère pulmonaire. Ça, c'est les deux ventricules. Et il faut aller chercher ce cœur. Donc, il faut ouvrir le cœur. Et là, je l'ai superposé de façon un peu fausse. Hein. Mais bon, je l'ai superposé avec une vraie opération chirurgicale. Le petit trou, il est là. Donc il est précisément dans le même endroit que le scanner il m'avait indiqué. Et donc j'ai pu inciser son cœur, faire une petite incision pour aller chercher la structure visée pour la réparation chirurgicale. Okay. Donc encore plus loin, on peut aller encore plus loin dans le sens qu'on peut créer un modèle cardiaque, ça c'est encore un vrai cœur qui est modélisé. Et une fois qu'on l'a modélisé en réalité virtuelle ou en réalité augmentée, on peut imaginer d'aller à l'intérieur de la structure, pour aller chercher des choses qui ça nous intéresse. Par exemple, dans ce cas-là, ça m'intéressait cette structure-là. C'est un pilier de la valve mitrale qui est aberrante. Pour aller le chercher, aller le trouver dès l'intérieur. Voilà. Ce sont tous des choses qu'on peut faire. Et le but de tout ça est extrêmement simple. Il faut simuler le geste chirurgical avant d'aller au bloc opératoire. Si on sait déjà ce qu'on doit faire, si on a déjà tenté le geste de façon virtuelle, on peut imaginer qu'on a moins de chances de se rater. Ça veut dire qu'on a plus de chances d'avoir une geste chirurgical qui est correct. Voilà. Ça fait rigoler beaucoup de gens, mais les chirurgiens, parfois, ils trouvent des surprises. Et ça, ils vous le disent, j'espère qu'un chirurgien, il le dit à chaque fois. Ça veut dire, quand on voit un malade, on ne peut pas lui dire 100%, on fera ce geste et ça sera ça uniquement. Ça veut dire, on doit dire aux personnes, on va essayer de faire ce qu'on pense de faire, mais parfois on ne peut pas le faire, parce que malheureusement, encore aujourd'hui, l'anatomie du cœur, l'anatomie de toutes les structures, n'est pas la même que l'imagerie et que la technologie qu'on a aujourd'hui, il nous donne. Et c'est seulement l'anatomie réelle du patient qui nous dira si c'est faisable ce qu'on avait imaginé de faire. Voilà. Si on peut l'imaginer, si on peut simuler le geste chirurgical avant d'aller au bloc opératoire, ça serait génial parce qu'on aura, je vous le répète, on aura moins de ratons. Alors, l'idée, c'est ça. Ça veut dire on va simuler complètement le geste chirurgical. On peut imaginer qu'on doit fermer cette structure, on doit mettre une pièce de tissu pour fermer cette communication interauriculaire. Imaginez qu'on doit fermer ça. Voilà, avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, on peut se dire on va créer virtuellement le patch et la pièce qui... je ne vais pas le faire, je dis, c'était plus fort que moi. On va créer la pièce pour
Voilà, vous le voyez là en 3 dimensions. La pièce qui va avec pour la structure qu'on est en train de vouloir réparer. Voilà. Et ça, c'est l'application sur le scanner que vous avez vu il y a 10 minutes. Voilà, ça, c'est la pièce de tissu qui n'est pas plate, mais qui est en 3 dimensions et qui va parfaitement s'imbriquer sur la structure cardiaque qu'on doit réparer. OK? Alors, les projets sont beaucoup. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'imagerie à développer, il y a beaucoup de technologies à développer. Il faut du temps, il faut des ressources humaines, il faut des gens qui sont intéressés à nous aider. Il faut des sous, hein, parce que quand on dit on développe des choses, il faut de l'argent. Alors là, on a eu la chance que l'Europe nous a aidés pour les casques de réalité virtuelle, pour certains logiciels. Les logiciels sont extrêmement chers. Vous ne pouvez même pas imaginer des logiciels et on doit payer la licence par ordinateur, par personne. On ne peut pas le mettre sur 2 ordinateurs, il faut payer 2 fois. Et les coûts, ils sont de l'ordre des vingtaines, des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Donc la seule solution que je vois c'est de réussir à travailler un peu ensemble. Chacun, peut-être il est un peu plus à l'aise avec une technologie plutôt que l'autre et réussir à la fin de notre histoire, faire ce que tout le monde s'attend, ça veut dire ce qu'on appelle une révolution de la e-santé, utiliser l'imagerie multimodale que je viens de vous expliquer pour faire les diagnostics corrects, superposer toutes les images qu'on a aujourd'hui à disposition, le scanner, l'IRM, travailler sur plusieurs fronts pour avoir un diagnostic correct, expliquer aux familles qu'est-ce qu'on va faire avec notre petit cœur imprimé, ou lui mettre un casque de réalité virtuelle, même pourquoi pas, pour lui mettre un casque sur la maman, sur le papa, pour lui expliquer qu'est-ce qu'on va faire à son enfant, lui montrer la maladie. De la même façon qu'on doit être capable aussi de penser aux nouvelles générations, donc il faut enseigner et entraîner les jeunes. On ne peut pas entraîner quelqu'un sur le cœur d'un petit. Ça, c'est hors de question. Je peux l'entraîner à faire quelques gestes particuliers, mais je ne peux pas lancer un interne ou un chef de clinique ou un jeune chirurgien sur le cœur d'un enfant. Et je pense qu'aucune famille voudra que quelqu'un s'entraîne sur le cœur de son enfant. Voilà, donc ça serait mieux de le faire entraîner sur un cœur qui n'existe pas et qu'on peut couper 1000 fois. Bien évidemment, il y aura la réalité augmentée au bloc opératoire et toutes ces technologies, ça serait bien, mais si on est distant, on est loin de réussir à la connecter en virtuel et de réussir à se parler de façon continue, avoir des avis, même à distance. Vous voyez, il y a beaucoup de travail à faire, mais on est là pour ça. Et je vous remercie pour m'avoir écouté. Merci beaucoup, Dr Coutonnet, Dr D'Orazio, pour cette très intéressante présentation. Nous allons procéder maintenant à une petite séance de questions-réponses. Donc je vois que vous avez été tous très attentifs et j'imagine qu'il y a plein de monde qui a plein de questions concernant ce sujet intéressant, novateur. Donc pour lancer cette petite séance de questions-réponses, je vais commencer avec moi-même une petite question. Donc, à quel point est-ce que ces technologies-là sont répandues, que ce soit en métropole ou même dans le monde? Et est-ce qu'il y a des perspectives d'utilisation de cette modélisation, de ces technologies 3D ici sur le territoire guyanais? Alors, comme je vous disais, la technologie que j'utilise au CHU de la Martinique est la seule au monde. Il n'y a pas d'autres qui font la même chose. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des systèmes qui sont un peu, comme je vous l'ai dit, bloqués par les constructeurs. Ils utilisent des technologies qui ne sont pas forcément adaptées à notre métier. Donc c'est un peu, pour aujourd'hui, pour répondre à ta question, on est un peu dans
dans la phase du projet, dans la phase de la recherche clinique, de l'expérimental. Ce n'est pas du tout une technologie qui est utilisée de façon routinaire et je peux te dire qu'il y a parfois des difficultés, des réticents ou des non-connaissances de la part de tous les praticiens, de tous les médecins. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Elle a dit qu'elle est d'accord avec moi. Quelqu'un d'autre avec une question? N'hésitez pas. Moi j'ai une question, mais c'est pas par rapport à la 3D, à la technique, c'est par rapport aux causes des malformations et de cette évolution dans le nombre de malformations. Quelles seraient les causes? Alors, les causes. Alors, il y a des cas de cardiopathie qui apparaissent comme ça. Qui n'ont pas de raison particulière. Par contre, il y a des cardiopathie qui sont liées à certaines maladies génétiques ou chromosomiques. Ce n'est pas la majorité, mais par exemple, la trisomie 21 ou certains syndromes, ce sont des patients qui sont plus à risque de développer des malformations cardiaques. Après, il y a pas mal d'études qui ressortent aussi sur les facteurs environnementaux. Alors, c'est un peu difficile à le prouver parce que c'est compliqué de dire « Ah ben oui, ça c'est un lien direct avec la malformation cardiaque », mais il y a des études qui sont sorties sur certains facteurs comme par exemple même avoir la grippe ou une exposition à certains traitements qui peuvent causer après derrière des cardiopathies. Donc oui, il y a l'exposition maternelle, il y a la génétique, il y a les chromosomes, et puis parfois il n'y a juste rien, c'est pas de bol, et le patient se retrouve avec une malformation cardiaque. Ça va? Tu veux rajouter quelque chose? Oui, non, c'est parfait. La seule chose que je voulais rajouter est que dans la grande majorité des cas, il n'y a rien. Ça veut dire il ne faut pas, surtout que les parents, ils sont, si un enfant il a malheureusement une malformation cardiaque, il ne faut pas se sentir coupable en disant c'est le papa ou c'est la maman qui a transféré génétiquement, ou je ne sais pas comment, la maladie à l'enfant. C'est vraiment la période d'embryogénèse, ça veut dire la période dont le cœur il se forme dans le ventre de maman. C'est vraiment un processus qui est très très complexe, très très difficile, et il peut y avoir des gags à n'importe quel moment. C'est pour cette raison qu'il y a des centaines et centaines de malformations différentes. Donc dans la grande majorité des cas, il n'y a rien, il n'y a pas d'explication. J'imagine qu'un des problèmes principaux est de récupérer les données d'image 4D de n'importe quel capteur, parce que chaque fabricant a son format de fichier, son système d'exploitation, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas une loi européenne qui impose à tout fabricant d'imagerie médicale de faire un format de fichier lisible, justement, pour travailler sur ce genre de sujet? Alors, pour tout ce qui est... il est un peu fort son microphone, je me décale un peu. Pour tout ce qui est aujourd'hui, il y a un règlement, ça s'appelle DICOM, c'est le format fichier qui est utilisé sur tous les imageries scanners au moins IRM. Alors, par contre, pour tout ce qui est échographie cardiaque, malheureusement, là c'est un peu plus compliqué. C'est parce que chaque constructeur, que soit, on ne va pas les citer, il bloque un peu, il donne sa marque. Et surtout quand on va faire des reconstructions en 3 dimensions, le donné il est plus exploitable. Oui, mais c'est vrai, tu as raison, ça serait bien que toutes les constructeurs, ils utilisent le même format, comme ça nous on pourrait avoir accès aux données brutes et on pourrait travailler directement sur les données brutes. Oui, bien sûr. Bonsoir. Je voulais vous poser une question par rapport à l'âge de survenue du diagnostic. Est-ce que c'est possible avec ces technologies d'imaginer des diagnostics de malformations cardiaques intra-utérins ou pas? C'est trop tôt? Alors oui, c'est une bonne question. Donc la question, c'est le diagnostic anténatal. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'y a que l'échographie anténatale qui est faite. Déjà de 1 parce que ça n'irradie pas et que c'est du coup un geste relativement
simple à faire, entre guillemets, voilà. Alors après, j'avoue, je ne sais pas s'il y a des innovations qui sont faites sur les fœtus et par exemple l'IRM qui peut être proposé, vu qu'on ne peut pas irradier la maman enceinte. Donc le scanner, c'est juste impossible. Les reconstructions 3D avec de l'IRM, je ne sais pas si c'est envisageable, mais je pense que oui. Ça, c'est vrai que c'est une... je ne sais pas. Là, je suis dans un terrain inconnu sur l'innovation pour le fœtal. Après, il faut savoir que l'échographie déjà progresse énormément. Toutes les cardiopathies les plus complexes sont en grande majorité diagnostiquées à l'échographie en anténatale. L'ACIV ne sera pas vue parce que c'est trop compliqué à voir, mais par exemple, les cardiopathies les plus graves et qui nécessitent en général un geste dans les premiers jours de vie sont vues. Et même en travaillant sur la thèse, toutes les cardiopathies complexes ont été diagnostiquées en anténatal. Donc l'échographie fait déjà un super diagnostic et permet du coup une prise en charge après derrière. Mais après sur le 3D vraiment sur le fœtus là, je ne sais pas s'il y a un terrain. Je pense que Alors déjà c'est compliqué sur un cœur d'un adulte, imagine sur un cœur d'un enfant, imagine sur un cœur d'un fœtus qui est dans le ventre d'une maman. Non, je voulais dire par contre une chose concernant la diagnostic anténatal. Alors il faut savoir que même aujourd'hui avec toutes les technologies qu'on a, l'échographie aujourd'hui fait très bien, mais malheureusement on a encore des grosses ratées. On a 10% en plus ou 10% en moins, c'est-à-dire en total 20% de ce qu'on appelle des fausses positives ou fausses négatives. Ça veut dire parfois on dit qu'il y a un truc et finalement il n'y a rien. Parfois on dit qu'il n'y a rien et finalement il y a un gros truc. Voilà. Malheureusement, quand on va sur le tout petit, c'est vraiment extrêmement difficile. Et surtout la progression de la maladie à l'intérieur du ventre de la mère, il est parfois inconnu. Parfois on s'imagine qu'il va évoluer vers un côté plutôt que l'autre. Mais en réalité, soit il n'y a rien, soit il y a quelque chose d'extrêmement grave. Donc, l'IRM, oui, mais bon, l'IRM chez le fœtus, c'est extrêmement complexe. La technologie ne nous permet pas d'aller aussi petite encore. Le scanner, ce n'est pas possible, comme il a dit le docteur Dorazio, parce qu'on ne peut pas, dans la limite du possible, irradier la maman. Donc on est un peu limité. Moi, le conseil que je donne tout le temps aux familles, et bien évidemment, si quelque chose d'extrêmement grave, bien évidemment, on le sait. On a dans ce cas-là le droit de proposer aussi l'interruption de grossesse, parce qu'ici la maladie est extrêmement complexe à réparer, extrêmement grave. On a le droit de dire à la famille que l'évolution, ça pourrait être vraiment négative, mais il faut vraiment qu'on est sûr. Et sinon, dans les autres cas, le bébé, à mon sens, il faut qu'il naisse et après on verra à la naissance. Merci, bonsoir. Vous avez tout à l'heure, c'est par là, dans le graphique, cité que malgré tout, une grande partie de ces cardiopathies pouvaient être considérées comme bénignes. Est-ce qu'on a le ratio? Est-ce qu'un bébé qui naît avec une cardiopathie bénigne, est-ce que ça lui permet effectivement d'avancer dans la vie de façon normale, ou toutes les cardiopathies sont à opérer? Alors, en effet, il y a donc on sépare grossièrement les cardiopathies en simples, intermédiaires et complexes. Bien évidemment que la majorité des enfants n'ont pas des cardiopathies complexes. Après, j'aurais pu remettre mon tableur de chiffres. En fait, ça nous mettait un peu le pourcentage de cardiopathies parce qu'elles ont été classées en 10 grands groupes pour avoir une idée de quel type de malformation cardiaque on a ici en Guyane. Non, pas toutes les cardiopathies vont nécessiter une chirurgie, heureusement. On a aussi une autre façon de traiter, c'est le cathétérisme, c'est-à-dire qu'on peut aller mettre une prothèse, par exemple, ou un bouchon ou quelque chose dans le cœur ou dans le vaisseau qui nous dérange par voie percutanée, donc en piquant des vaisseaux. Donc ça nous évite une ouverture sternale et une chirurgie à cœur ouvert. Et non, pas toutes les chirurgies passent entre les mains, cardiopathie passe entre les mains du docteur Cutton, mais en fait, ça dépend de chacun.
Nous, on n'opère pas pour opérer, on n'opère que les enfants qui le nécessitent. Et les cardiopathies les plus simples ont, après, une fois qu'elles ont été réparées, les enfants ont une vie normale et ils vont avoir un pronostic identique à la population générale. Les cardiopathies les plus compliquées, là, en effet, on est dans une autre histoire avec un parcours de soins plus lourd, plus complexe, et du coup, en fonction des cas, des fois, des fins un peu plus tragiques. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, si Fabio. Non, je pense qu'elle a répondu à la question. Ouais. Oui, non, mais je confirme. Hein, un sur deux, les malades ils nécessitent un geste, qu'il soit percutané ou chirurgical. Et on cherche d'opérer des patientes avec qui on peut restituer, on va dire, un cœur qui est plus ou moins normal. Si on doit aller dans des chirurgies un peu plus complexes, ce qu'on appelle des réparations univentriculaires, ça veut dire qu'on ne va pas reconstruire un cœur comme un cœur normal, mais plutôt comme un cœur de grenouille. Ça veut dire qu'il y a un seul ventricule qui gère un peu tout, à la place d'en avoir deux. On va malheureusement avoir une espérance de vie qui n'est pas vraiment superposable à la moyenne normale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en profite pour poser une dernière moi-même. Donc, vous avez dit juste avant que vous étiez les seuls à utiliser ces technologies. Quels sont les freins actuellement au déploiement alors de ces technologies? Parce qu'on voit manifestement qu'elle peut avoir d'énormes bénéfices. Pourquoi est-ce que ce n'est pas plus déployé actuellement? C'est une très belle question. Et je pense que la question répond déjà la question est déjà la réponse. Ça veut dire, pourquoi on ne les utilise pas? Alors, il y a une certaine méfiance par rapport à les chirurgiens. Ils sont des manuels, ils aiment bien aller être dans le sang, être avec les mains dans le thorax, donc parfois ils ne croient pas trop. Alors j'espère que les plus jeunes, ils vont grandir avec une mentalité qui est un peu différente. L'autre chose est, il faut, encore une fois, il y a de l'argent à dépenser. Ça veut dire, on n'a pas des études qui ont démontré encore que cette technologie améliore la pronostic du malade. Donc, demander à un hôpital d'acheter un logiciel à 150 000 euros sans savoir si effectivement il y a un réel bénéfice. Il n'y a pas de guideline, il n'y a pas de recommandations. Voilà, donc c'est un univers encore un peu de niche, qui reste un peu de niche. Et c'est à nous, j'espère, c'est à quelqu'un qui est intéressé comme moi. Il y a quelqu'un d'autre, il y a des autres chirurgiens qui sont intéressés, il y a aussi des médecins. C'est à nous de chercher de sortir de cette niche et de peut-être démontrer qu'avec l'utilisation de cette technologie, on pourrait améliorer le diagnostic, le pronostic et tout ce qui va avec. La réalité virtuelle, elle est déjà rentrée à l'hôpital, mais par exemple, dans le traitement de la douleur, on utilise par exemple pour faire de la pseudo-anesthésie, du traitement de certaines psychoses, de certaines pathologies neurologiques. Voilà. Il est rentré déjà un peu à l'hôpital. Il n'est pas encore rentré dans la flowchart du diagnostic de part des chirurgiens ni des cardiologues. Après, tu parles du côté chir, mais je pense que pour le côté médical, en tout cas pour l'éducation, l'apprentissage de la malformation cardiaque aux enfants quand ils ont l'âge ou les parents, là, moi, je pense qu'il y a un vrai truc à faire. Moi, je serais à fond si on pouvait développer la réalité virtuelle ou même augmentée, juste même pour les familles, en fait, qui puissent avoir cette reconstruction 3D de la malformation cardiaque de leur enfant. Moi, je trouverais ça génial. Après, voilà, je pense que ce qui freine, c'est le coût. Et je pense que c'est un budget. Mais voilà, si à terme, avec l'association de parents qui existe maintenant, et si on a des fonds, de faire des temps avec ça et de la réalité virtuelle pour l'apprentissage de la cardiopathie, moi je trouve que ce serait déjà super. Après, sur l'application de la chirurgie, je pense qu'on est, tu es mieux placé que moi, mais ouais, je pense qu'il y a, et ça a été prouvé en tout cas,
que l'impression 3D ou même la réalité virtuelle améliore l'apprentissage des cardiopathies, que ce soit pour les étudiants ou les parents, les familles, ou même le personnel soignant. Ok, ben merci pour vos réponses. En tout cas, on espère que cette technologie florira encore par le futur. Merci à vous déjà de tirer tout ça de l'avant. Merci à vous d'être venus parler ce soir. On repartira tous moins bêtes, certainement. Donc voilà, je tiens encore à vous remercier. À remercier Olé la Terre également pour leur accueil. N'hésitez pas à profiter de leur offre qualitative en termes de tapas et d'autres délices. Et voilà, un petit applaudissement pour Dr Dorazio et Dr Kitoni. J'en profite pour faire une petite pub. Dimanche matin, il y aura du coup un événement autour des cardiopathies congénitales dédié aux parents et aux enfants. Ça sera au Cercle des Lumières de 9h à 13h avec du coup des ateliers organisés par l'association Cœur de Velours qui est présente ce soir. Merci beaucoup. J'en profite également pour faire notre petit coup de pub à la Canopée des Sciences. Donc n'hésitez surtout pas, si cela vous a intéressé ce soir, de vous abonner à notre newsletter, de nous suivre sur les réseaux. Donc le Café des Sciences, c'est un événement mensuel au moins. Donc ça se passe une fois par mois et potentiellement 2 fois à voir selon nos demandes, nos activités. Et en tout cas, suivez-nous sur nos réseaux. Allez vous inscrire à notre newsletter pour être au courant de tous les événements auxquels on participe. Merci encore d'être venu en nombre ce soir. Alors, les prochains Cafés des Sciences, il y aura un Café des Sciences le 21 mars. Ce sera pour la Journée internationale des forêts. Donc le Café des Sciences sera présenté par l'ONF. Et il y aura également une projection à la Maison des Cultures et des Mémoires Guyanaises à Rémire de l'association Mélis. Donc plus d'infos à suivre très prochainement. Et à nouveau, abonnez-vous à notre newsletter pour être au courant de tout ça. Merci.